Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, bienvenue dans votre émission Page Africaine. Page Africaine, c'est l'émission du livre des hommes et des femmes qui font le livre. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau de Page Africaine, pour le bonheur des téléspectateurs, deux éminents professeurs. Il s'agit d'abord de ce grand monsieur. Il est politologue, chercheur spécialisé en relations internationales, politique étrangère et développement. Il exerce auprès d'Immigration Canada les fonctions d'interprète en bambara, du là vers le français. Il collabore également avec le mythique club Balatou de Montréal depuis une trentaine d'années. Auteur de plusieurs publications et d'articles de presse, il vient de mettre dans les librairies cet ouvrage intitulé « Comment sortir de la pauvreté ». Comment sortir de la pauvreté, c'est ce grand monsieur, monsieur Bougadari Sanogo. Bonjour monsieur Sanogo. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Page Africaine. C'est un plaisir pour moi. Également, il est des nôtres. Lui, il est natif de la Côte d'Ivoire, docteur en psychologie appliquée, expert en management et stratégie d'entreprise. Lui, c'est le docteur Aziz Youssef Badli Akbohoum, maître des conférences, promoteur et enseignant d'université, auteur de plusieurs publications, dont un essai sur la pratique du smart marketing. Docteur, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau des Pages Africaines. Merci beaucoup, cher ami. Nous sommes également assistés par un grand public venu nombreux, un public charmant dont je vais leur demander de s'applaudir soi-même, chers étudiants. Merci d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs, nous allons démarrer avec cette émission. Docteur, sinon Monsieur Sanogo, alors vous êtes auteur de cet ouvrage « Comment sortir de la pauvreté ». Effectivement. Alors, à travers les différents échanges que nous avons eus ensemble, vous nous avez fait comprendre que l'Afrique n'est pas pauvre. Tout à fait. Que le Mali non plus n'est pas pauvre. Tout mais à que fait. nous faisons partie d'un grand système monde qui fait que nous sommes pauvres. Alors, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu quel est ce système monde? Alors, merci pour votre invitation. Le système monde, c'est ce qui a été décidé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lors d'une conférence qui s'appelle la conférence de Yalta. À Yalta, il y a eu une décision importante au niveau économique qui s'appelle le système de l'étalon or. Ce système de l'étalon or a été décidé par les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait les 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces 5 pays sont la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie. Et ces 5 pays ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle le système de l'étalon or, le système économique. Et c'est ce système économique qui est aujourd'hui le garant, sinon le leitmotiv de l'économie monde. L'économie de notre planète est gérée en fonction de cette réalité-là. Même si, dans les années 1973, Nixon est venu avec une autre conception. Parce que Nixon est venu, il a chamboulé un peu le système de l'étalon or. Mais toujours est-il que c'est ce grand système qui fait en sorte que l'économie monde est orientée, structurée et organisée. Qui fait en sorte que la réalité du Mali est paradoxale. Parce que les matières premières de notre système, de la planète Terre, se trouvent dans les pays comme le Mali. Mais il se fait que le Mali se trouve parmi les pays les plus pauvres. Et c'est ce paradoxe qui me fait dire que le Mali n'est pas un pays pauvre. Voilà la raison. Alors, ce paradoxe fait que le Mali n'est pas un pays pauvre. Mais malgré ce système monde, nous avons remarqué que certains pays, certains États comme la Chine, comme le Nigeria, tout près en Afrique, comme le Rwanda, se sont quand même développés. Ils ont amorcé la croissance, ils ont amorcé le développement. Alors, qu'est-ce qui justifie la pauvreté du Mali dans ce grand art? Mais les pays qui ont amorcé, comme la Chine, comme vous l'avez dit, c'est grâce à des leaders tels que Mao. Vous savez, Mao a dit, il avait un rêve pour la Chine. Lui, son rêve, c'était que d'ici X nombre d'années, dans chaque famille sur la planète Terre, quand tu rentres, il va falloir que tu trouves au moins un produit qui a été fabriqué en Chine. Et aujourd'hui, cela est une réalité. Dans nos familles, il faut regarder combien de produits sont fabriqués en Chine. Dans le cas de la Rwanda, c'est la même chose. C'est le problème du leadership. Quand le leader donne le tempo, le peuple n'a pas le choix de maintenir ce tempo-là. Donc, quand le leader donne le rythme, le peuple qui maintient le rythme fait en sorte que le pays et la population sortent le nez de cette pauvreté.
Parce que la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté, c'est d'abord un état mental. Et quand on organise et quand on lance le tempo, on lance le rythme, ensemble, les citoyens se donnent la main et on sort de la pauvreté. Alors, vous le dites, hein, quand le leader donne le tempo, est-ce une manière de montrer que nos leaders ne donnent pas le tempo? On a un problème de leadership? Ben, c'est-à-dire que le tempo a été donné, mais ça a été freiné. Parce que dans les années, à l'indépendance du Mali en 1960, le président Modibo Keïta est venu avec une idéologie, avec un tempo qui a été freiné. Ben, il y a eu un régime... Par le coup d'État du 19 novembre 60. Exactement. Les militaires sont arrivés au pouvoir. Bon, eux aussi, ils avaient leur vision, ils avaient leur tempo, mais sauf que ça n'a pas abouti. Entre eux-mêmes, il y avait des problèmes, en tout cas, et ça a donné ce que ça a donné. Nous sommes retournés à un régime démocratique et qui a fait en sorte qu'une nouvelle dimension a été donnée à l'État du Mali. Le Mali est rentré dans une nouvelle énergie. Et cette énergie fait en sorte qu'aujourd'hui, la démocratie doit normalement être quelque chose d'effectif. Mais malheureusement, nous avons un problème. Il y a une problématique qui fait en sorte que la démocratie est difficilement enracinée dans le quotidien du citoyen lambda malien. Le citoyen lambda malien se sent loin de la démocratie malienne. Il n'a qu'à voir les taux de participation aux élections. Donc, si bien que nous avons encore un problème d'inadéquation entre le système politique et le citoyen lambda. C'est cette problématique qui fait encore que nous sommes dans la léthargie de la conceptualisation de la pauvreté. Une des raisons encore. Alors, docteur Aziz, je me tourne vers vous. Il y a Monsieur Sanogo qui vient de dire tout de suite que la pauvreté est mentale. Alors vous, en tant que psychologue, en tant qu'expert en psychologie, docteur en psychologie appliquée, est-ce que vous partagez réellement cet avis? La pauvreté est-elle réellement mentale? Je vous remercie. Monsieur Sanogo parle en tant que magicien. Il sait de quoi il parle. Il a parlé du système monde. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Le système monde, il est géré par des loges. Des loges qui contrôlent tout. Et donc, quand il parle de pauvreté qui est d'abord mentale, c'est tellement juste. Parce que ces loges ont préfabriqué les naissances des citoyens africains. Préfabriqué. Ces loges ont fait une programmation de sorte que le citoyen africain accepte que lui, il est né dans la pauvreté, il demeure dans la pauvreté, il va vivre dans la pauvreté et être enterré dans la pauvreté. Vous voulez parler du fatalisme? Oui, bien sûr. Au-delà même de ça. Ça veut dire quoi? La démarche aujourd'hui, à travers ce livre, que nous n'avons pas encore pénétré, c'est de faire comprendre aux citoyens que la possibilité de sortir le nez de cette situation est réelle. Mais il faut d'abord comprendre que c'est une loge, c'est un système qui maintient les populations africaines dans cette situation parce que c'est ce qu'ils ont prévu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette loge? Personne ne peut sortir de cette loge. Ben, on est appelé à y demeurer. Vous savez, quand vous allez en brousse, il y a les grands serpents, il y a les grands animaux, mais chacun a sa place dans la grande brousse. Il y a des petits animaux qui y vivent, avec la ruse, avec la malignité, avec la stratégie. Quand vous êtes dans un quartier qui est peuplé de bandits, vous pouvez y vivre si vous êtes stratège, si vous êtes malin, si vous êtes rusé, et si vous êtes intelligent. Ou si vous vous transformez en bandit aussi? Pas forcément. Parce que si vous vous transformez en bandit, qu'ils savent que vous n'êtes pas bandit, ils vont vous torturer. Parce qu'ils vont vous prendre comme un espion. Parce qu'eux, ils savent identifier les bandits. Et c'est la même chose pour cette loge.
En réalité, ce dont il parle, ça dépasse l'entendement de plusieurs. Parce qu'il est en train de toucher du doigt le vrai problème de l'Afrique. Mais quand vous parlez de l'Afrique, nous savons qu'il y a certains pays, je viens de le citer avec M. Sanogo, il y a certains pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, qui ont amorcé une vraie croissance de développement. La Côte d'Ivoire. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, vous venez même de terminer par la Côte d'Ivoire. Mais ce sont les pays les plus pauvres. Parce que la pauvreté, je vous dis qu'elle est mentale. Il a dit, elle est mentale. C'est mental. C'est pas physique. La pacotille qu'on présente aux gens et tout ça, c'est pas ça le vrai problème. C'est le citoyen lambda. Mais si le Nigeria, la Côte d'Ivoire sont réellement des pays pauvres, alors en quoi réellement vous mesurez la richesse d'un pays? La richesse d'un pays, c'est par la qualité des individus qui composent ce pays. Or, le statut ou la qualité des individus qui composent nos différents pays africains a été inventé par un autre système qui n'a rien à voir avec même le continent. Regardez les formations, regardez l'éducation. C'est une éducation importée. Nous, on étudie la culture des autres. Et eux, ils font en sorte qu'on oublie notre propre culture. On n'en a même pas. Déjà, à partir de cet instant, on a tous les problèmes. Donc, vous voulez dire que cette acculturation aussi est réellement source de pauvreté? Mais c'est là que ça commence. Quelqu'un qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'histoire, il y a un problème. On nous a fait étudier des grandes histoires des Chinois, des Indiens, mais nous, on s'en tape. Cher ami, ça, c'est pas notre problème. On veut connaître l'histoire du Mali, de la Côte d'Ivoire profonde. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est sur cette base que nous allons poser le fondement du vrai développement de nos pays et de l'Afrique. Il a dit tout à l'heure que nos leaders ont quelques difficultés. Il en a parlé. Et que le leader donne le coup d'envoi et le peuple suit. Mais ces gens-là, vous voyez ici, est-ce que nos peuples suivent nos leaders? Ils ont fait en sorte que le peuple et le leader sont à 180 degrés opposés d'une vision ou alors peut-être d'un objectif qu'ils auraient pu chercher à atteindre ensemble. Le président de la République, par exemple, qui est leader, n'est-ce pas, d'un pays, il peut avoir un rêve. Mais si le peuple ne suit pas, ce rêve se perd. Il n'a pas de Mao Tse-tung qui avait un rêve, mais que la population a adopté. Le problème, ils ont fait en sorte qu'on n'ait même pas de rêve. Or, quelqu'un qui n'a pas de rêve, il est mort. L'Afrique, elle est morte parce qu'elle n'a pas de rêve. L'Afrique est morte parce que nous n'avons pas... Il faut donc la ressusciter par le greffage. Qu'est-ce que c'est que le greffage en Mais ce c'est moment? ça qu'on va enseigner, la magie. C'est la magie des choses. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que tout cela sont... Alors, nous voulons quand même partager cette magie avec l'ensemble des téléspectateurs du Mali. Alors, Monsieur Sanogo, quels sont les fondamentaux du sous-développement de l'État du Mali aujourd'hui? Alors, le premier élément du sous-développement, comme je l'ai dit tantôt, se trouve au niveau même de la structuration du système. Et le deuxième élément, c'est que le citoyen lambda malien a accepté sa fatalité, a accepté sa pauvreté. Parce que comme je dis, la pauvreté, elle est mentale. Mais le problème n'est pas celui qui te dit que tu es pauvre. Le problème, c'est d'accepter que toi, tu es pauvre. Et le pire, c'est de croire que tu ne peux pas t'en sortir. C'est ça le problème que nous avons. Donc c'est un problème à 3 dimensions. Au niveau macro, au niveau local et au niveau individuel. Alors quand il parle de magie, c'est un ensemble de tout ça. Parce que la magie, ça commence par l'individu. Croire que tu peux sortir de la pauvreté. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. À partir du moment que tu prends conscience que tu peux sortir de ta pauvreté, c'est un premier pas. C'est ce que Gandhi appelle
prendre le pied et le mettre sur la première marche de l'escalier sans voir le bout de la marche. Parce que le bout appartient à Dieu. Mais à partir du moment que tu prends conscience que tu peux sortir de ta pauvreté, c'est déjà un premier pas. Et en faisant ce premier pas, tel que le disent les Bamana, donc à partir du moment que toi-même tu décides de mettre ce premier pas, ben, l'univers se met en marche pour que le rêve que tu as puisse se réaliser. Et ce rêve se manifeste à travers la synchronisation, à travers le hasard, à travers tout ce qui se passe dans ta vie pour que toi, tu sois capable de réaliser ton rêve. Parce que tout est fonction du rêve. Ça commence par le rêve. L'individu qui n'est pas capable de rêver est un individu déjà mentalement en retard. Parce que si tu n'es pas capable de rêver, comment tu vas te développer? Le développement est fonction d'être toujours une meilleure version de soi-même au jour le jour. C'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail qui ne s'arrête pas. Le jour où va s'étendre le vide devant soi, sans obstacle à passer, sans amélioration à faire, ça veut dire que ce jour-là, c'est la fin. Donc, l'humain, l'individu ne sera jamais parfait. C'est évident. Mais chaque fois que nous essayons d'être une meilleure version de nous-mêmes, on tend vers ce qu'on appelle la perfection. Ou tout au moins, on permet au soleil de rentrer dans la faille que nous avons. Parce que chaque humain a une faille. La vie humaine est une vie remplie de failles. Mais c'est parce qu'il y a des failles que le soleil rentre. C'est parce qu'il y a des failles que nous sommes capables de combler le vide. Alors donc, un des premiers problèmes, c'est le système a fait en sorte que nos États se trouvent être dans des États périphériques. Et les citoyens lambda ont cru que eux, ils sont nés pour un petit pain. Donc, il va falloir que le citoyen lambda comprenne qu'il n'est pas né pour un petit pain. Il est né pour une baguette. Alors, pour permettre aux citoyens lambda de comprendre qu'il est né réellement pour une baguette, une vraie baguette digne de ce nom, vous dites dans votre ouvrage que le Mali doit être l'épicentre de l'érection de la paix mondiale. Oui. Alors, cela va se traduire en réalité ou en action comment? Mais cela s'est déjà passé à travers la charte de Kouroukanfouga, le vivre ensemble. Parce que l'objectif principal de la charte de Kouroukanfouga était d'harmoniser le vivre ensemble. Un des points focaux de la charte de Kouroukanfouga était de faire en sorte que même si la langue et les dents, ça arrive qu'ils se chicanent, mais il va falloir harmoniser ce vivre ensemble. Comment faire pour que les uns et les autres soient capables de vivre ensemble? Et c'est pour ça qu'ils ont eu à prendre des dispositions. Mais le rôle du Mali dans l'érection de la paix mondiale, par exemple, peut être dans un exemple de Senangouya, apparenté à plaisanterie. Voilà quelque chose qui permet aux uns et aux autres d'harmoniser les différences, d'harmoniser les difficultés quotidiennes et de continuer de vivre ensemble. J'aime répéter mon ami Boukar Diouf qui donne un exemple assez intéressant dans le cadre de la charte de Kouroukanfouga. Quand quelqu'un n'a pas les moyens de subvenir à ses propres besoins et que les voisins se rendent compte que la personne a des difficultés, les enfants, sous la décision des parents, vont déposer un sac de riz ou un sac de mil dans son vestibule vers le crépuscule, Fadilida fait, le crépuscule, parce que quand le monsieur sort de chez lui le matin, chaque personne qu'il rencontre, il pense que c'est lui le bienfaiteur. Donc, ça fait en sorte que le vivre ensemble au sein de la communauté est toujours pratiqué par des faits et gestes. Le Sanangouya. Parce que c'est à ton Sanangou que tu peux faire ce genre de truc-là. Quand tu sais que ça ne va pas, mais tu l'aides. Mais l'aide n'est pas quelque chose que tu étales. Tu n'as pas besoin de l'étaler, tu le fais en douce. C'était ça l'idée du vivre, c'est ça l'idée de Senangouya. On blague ensemble, mais dans la blague, on trouve des solutions. Dans la blague, on trouve des solutions, sauf que nous voulons être dans la réalité et en même temps cogiter vers des solutions. Monsieur Dr Aziz, vous êtes auteur de Smart Marketing. Le Smart Marketing, qu'est-ce que c'est et puis vers quoi ça nous amène? À sortir de la pauvreté? Le Smart Marketing, c'est le marketing intelligent. Vous savez, j'ai pour habitude de demander aux gens d'essayer de faire des efforts pour se découvrir eux-mêmes. Parce que quand on se découvre, on découvre tous les secrets qui nous entourent. Le smart marketing,
savez, le marketing en lui-même, on ne l'apprend pas à l'école. Il est inné. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir le marketing. C'est une science qui est innée. Tout le monde pratique ça. Et même, il y en a qui n'ont jamais étudié le marketing, mais qui sont excellents en marketing. Le smart marketing, c'est la magie du marketing. C'est la transformation. C'est d'aller au-delà de ce que pense le bon citoyen marketeur. J'ai pour habitude d'enseigner à mes étudiants que ce qui a mieux à faire, c'est de chercher à apprendre et à connaître ce que les autres ne savent pas pour être plus qu'eux. Pour innover. Pour innover. Méthode classique, mais peut-être même pas des méthodes traditionnelles, obtenir gain de cause sur ce que pourrait enseigner un marketeur spécialisé. Je vais vous donner un exemple. Je vois des écoles où des gens enseignent, où on prend des professeurs qui enseignent le marketing. Et puis la salle est vide. C'est-à-dire que lui, il enseigne le marketing, mais l'école est vide. Qu'est-ce qu'il enseigne? C'est lui qui doit produire le plan marketing de l'école. S'il n'arrive même pas à produire un plan marketing de l'école qui va produire des fruits, ça veut dire que tout ce qu'il enseigne est faux. Parce que ce qu'on enseigne doit produire un résultat. Je suis allé une fois dans une école, j'ai demandé, mais le professeur de marketing, c'est qui? Ils ont dit, bon, écoutez, c'est tel monsieur, tel monsieur. J'ai dit, je vais le rencontrer. J'ai tout fait, je l'ai rencontré avec le directeur, et puis je lui ai dit, écoutez, ce monsieur, il faut le chasser. Parce qu'il ne connaît rien du tout. L'école est vide. C'est lui le magicien de l'école. Et il ne peut pas produire des résultats. Le smart marketing, c'est donc le marketing qu'on produit pour avoir des résultats. Ça veut dire que le marketing qui va nous emmener à sortir de la théorie à la pratique et au résultat. Parce que le terrain, il est maître en marketing. D'où l'incubation. Voilà. Donc, en smart marketing, le terrain, il est maître. C'est pour cela que nous avons lancé le principe de l'incubation ici au Mali. Et heureusement que on est les maîtres à penser, n'est-ce pas, cette stratégie, ce programme, ce processus, parce que nous pensons que nous sommes dans le terrain et le terrain nous connaît en tant que professionnels de l'incubation. Alors, avant de se tourner et de parler de l'incubation, nous avons vu que vous avez apporté d'abord cet ouvrage intitulé « Comment sortir de la pauvreté », mais vous ne vous êtes pas arrêté à cela, vous avez quand même mis en place des actions, notamment l'industrie Kama, et aujourd'hui nous avons Universalis à travers ce beau partenariat, cette belle collaboration entre vous deux. Alors, ça veut dire que de la théorie, vous amenez maintenant la magie de la transformation. Effectivement, c'est-à-dire que quand j'ai quitté le Canada pour venir au Mali, j'ai un rêve qui m'anime. Et ce rêve m'anime tous les jours. C'est d'ici les prochains 10 ans de former minimum 1 million de Maliens comme entrepreneurs qui sortent de la pauvreté. C'est ça le rêve. Alors maintenant, les industries Kama, Canada-Mali ont été créées dans le sens de ce rêve-là pour pouvoir aider, faire un pont réel entre le Canada et le Mali afin d'aider le citoyen lambda à sortir de la pauvreté. Donc c'est à travers le même processus que j'ai rencontré le groupe Universalis, à travers le docteur Aziz Agbou, et nous avons maintenant décidé de mettre en place un programme d'incubation de start-up. Et voilà, les résultats sont là, les étudiants sont là, et ça ce n'est que le début du commencement. Et c'est à travers eux que ça va se faire. C'est eux les incubés. C'est eux qui vont passer la relève. C'est eux. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez les poser la question et vous allez voir où est-ce qu'ils sont rendus. Parce que c'est avec eux que nous allons partir. Alors, c'est avec eux que nous allons partir. Ouais. D'accord. Docteur, aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de la magie. Cette magie, c'est quoi? C'était un magicien en puissance? Parce que la magie, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Vous avez vu ce monsieur-là? La première fois que je l'ai rencontré, il était toujours en chaussures basket, il portait un sac à dos, il portait, n'est-ce pas, souvent un pull et tout ça. Aujourd'hui, il ne peut pas sortir
sans s'habiller comme un responsable, comme un professionnel, parce qu'il a choisi cette voie. C'est ça la magie de la transformation. Il a dit qu'on peut le voir, il est jeune, mais lui, dans sa tête, ce n'est plus ça. Dans sa tête, il n'est plus jeune. Il a 64 ans dans sa tête. Dans la tête, il est à plus de 50 ans. Il est très ambitieux, il est devenu très très ambitieux. Et c'est ça, il n'est pas seul. Regardez, regardez tous ceux qui sont là. Donc Ouais, la magie, c'est créer réellement l'ambition chez les jeunes. Ce n'est pas la théorie. Nous, on n'est pas dans la théorie. On n'est vraiment pas dans la théorie. Ça, alors, on n'est pas dans... Lui, Donc, là, vous voulez dire que nous sommes réellement entourés de magiciens? Mais vous n'avez qu'à les regarder. Regardez-les. Cher public, je vous demande de vous ovationner vous-même encore. Merci pour cette acclamation à l'endroit du docteur Aziz. Alors, docteur Aziz, aujourd'hui, nous avons vu que le projet de l'incubation a commencé. Nous sommes presque au terme de cette émission. Si vous avez un appel à l'endroit aujourd'hui de l'ensemble des universités privées, des universités publiques, par rapport à la transformation de la jeunesse, par rapport à la sortie, n'est-ce pas, de cette pauvreté, quel serait le contenu de ce message? Okay. Avant tout, je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Ibeka. Je voudrais aussi remercier son gouvernement parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, les chefs d'État, nos chefs d'État font beaucoup d'efforts. Ils mettent beaucoup de leurs efforts, n'est-ce pas, dans l'éducation et la formation, n'est-ce pas, des jeunes. Ça, je vous le dis en toute franchise. Ils mettent beaucoup, pratiquement 60% du budget national de nos différents pays vont à l'endroit de l'éducation et la formation. Mais le problème qu'il y a, c'est ceux qui forment ces jeunes gens. Ce n'est pas nos gouvernants, mais ce sont les acteurs. Quelqu'un qui enseigne l'économie, qui n'a jamais géré une boutique, il y a un problème. Le vrai problème se trouve là. Ce n'est pas le président de la République qui va recruter les spécialistes pour former les jeunes gens. Donc, l'appel qu'on peut lancer, c'est que nous, on a mis cette structure en place, pas pour faire opposition, ni pour faire concurrence à qui que ce soit, mais pour être un partenaire de tout le système de l'éducation et de la formation, ici au Mali et en Afrique. Donc, notre souci, c'est de lancer un appel solennel aux parents, aux amis, aux gouvernants, de nous confier, je dis bien pour un premier temps, 12 000 jeunes gens. On va les formater, mettre de nouvelles informations, n'est-ce pas, dans leur cocotte. Et puis on va voir ce que ça va donner jusqu'en 2020, comme il a dit. Donc notre souci, si on a un appel à lancer, c'est de nous rejoindre. On a besoin de 12 000 jeunes gens pour naturellement les conduire à la création d'entreprises, pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Et accompagner nos chefs d'État. Parce que si on ne peut pas accompagner nos chefs d'État, on ne peut pas accéder au développement. Même quand ton président, là, tu penses que c'est un mouton, il faut le suivre. Ça va faire qu'il va se transformer en lion. Parce que le mouton, là, quand tu le suis, quand il est fâché, là, quand il retourne comme ça, là, il devient un lion. Mais les Africains n'ont pas cette capacité. Ils écoutent trop l'extérieur et ils n'ont pas cette capacité à comprendre que le développement commence par l'unité entre celui qui dirige le peuple. Si on a compris ça, notre développement, le développement va prendre, n'est-ce pas, son envol. Alors, je vais terminer là pour dire simplement à toute la jeunesse malienne que nous sommes là. Nous sommes désormais et définitivement à Daoudabougou. Et donc, nous demandons à toute la jeunesse de nous rejoindre, de nous visiter, pour prendre conseil, pour que nous puissions les greffer. Même s'ils ne sont pas avec nous, nous allons leur transmettre quelques brides, n'est-ce pas, de notre magie, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se développer par eux-mêmes. Pour qu'ils puissent grandir, grandir, grandir et rester grands. Merci, cher ami. Grandir, grandir et rester grand. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, avant de boucler cette émission, je m'en vais partager une page que j'ai personnellement appréciée. C'est la page 177 de cet ouvrage
où nous avons au libellé les perspectives d'avenir de l'État du Mali. L'auteur nous dit ceci, M. Sanogo, par-delà le mal et le bien, la colonisation en Afrique devrait aujourd'hui servir de tremplin en vue de soutenir le développement socio-économique du continent. L'avenir de l'État du Mali se trouve d'abord et avant tout incrusté dans sa culture structurée autour du défi du vivre ensemble constitutionnalisé dans la charte de Kouroukanfouga. Pour que l'État du Mali s'épanouisse dans le concert des nations du système géostratégique des relations internationales, il faudrait indubitablement que le citoyen malien s'épanouisse lui-même à l'intérieur de son espace géographique. Pour retrouver l'axe originel de la charte de Kouroukanfouga, qui fut désaxé par l'expérience non intégrée de la conquête coloniale, il faudrait donc libérer l'énergie vitale du grand plan de la charte pour assurer l'épanouissement du Malien nouveau. Cet épanouissement doit être profondément enraciné dans le socle culturel ancestral, invoqué dans l'injection au monde du serment du Mandé. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, il est là avec nous, Dr Sanogo. L'avenir est-il prometteur pour le Mali? Définitivement que oui. L'avenir est prometteur. Parce que le Mali a traversé plusieurs difficultés. Il y a un proverbe qui dit que c'est-à-dire que pour que, c'est comme le théorème d'Archimède d'ailleurs, si tu n'atteins pas le fond, c'est difficile de remonter. Donc, le Mali et les Maliens ont atteint le fond, selon moi. Ça ne peut pas être pire que ça a été. Donc, cela nous permet de dire que ça va s'améliorer. Chaque jour que Dieu fait est un nouveau jour pour le Malien nouveau. Et ce Malien nouveau se doit d'être en harmonie avec lui-même. Il doit comprendre qu'il est son propre baromètre. Il n'y a aucun prophète qui va descendre pour dire au Malien nouveau, voilà le chemin à suivre. C'est au Malien nouveau d'avoir son propre rêve, de comprendre qu'au-delà de lui-même, il n'y a rien d'autre. Donc, de se dire, ça suffit, j'ai suffisamment souffert, maintenant, je fais face à la réalité de ce monde. Maintenant, j'ai pris la décision de faire en sorte que mes actions soient en harmonie avec ma personne physique, que mes actions soient en symbiose avec le peuple du Mali, que mes actions soient en symbiose avec l'ensemble des autres enfants de cette terre-là, parce que nous sommes tous les enfants de la terre. Pour que les choses réussissent, il faut prendre conscience de soi-même. Il faut aller vers l'amour des choses, vers les choses qui nous intéressent. Parce que le secret, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Parce que tout est fonction de l'amour. Si tu aimes le travail que tu fais, il y a de fortes chances que ça réussisse. Parce que là, tu mets l'amour du travail avant l'argent. Parce que le problème, il y a beaucoup de nos concitoyens qui pensent que c'est l'argent qu'il faut chercher. J'ai toujours dit que l'argent n'est pas à chercher, l'argent est à trouver. Et l'argent est là, il faut trouver l'argent. Et pour trouver l'argent, il faut faire quelque chose qu'on aime, avec amour et avec le cœur. Parce que le cœur est le baromètre de l'individu. Et l'individu ne peut jamais se développer tant aussi longtemps qu'il n'est pas en harmonie. Son cœur, son corps physique et son esprit ne sont pas en symbiose, ne sont pas en harmonie. C'est impossible d'aller vers le développement. Et pour que l'individu, le citoyen lambda, puisse se développer, il va falloir aussi qu'il aille au-delà de cette soif de la quête de l'argent. C'est-à-dire que comprendre que l'argent c'est important, c'est une énergie, mais qui te permet d'avoir ce que toi tu veux, ce que le cœur veut. Donc c'est de savoir, c'est quoi que mon cœur demande, c'est quoi que mon cœur veut, d'aller vers cette direction-là, et l'argent va te trouver en cours de route. C'est la seule Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, je vais inviter l'ensemble de ce public charmant de se lever. On va observer quand même un standing ovation à nos deux invités. Levez-vous s'il vous plaît. Je vous demande vraiment d'acclamer fortement ce charmant invité. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres et nous vous disons à la prochaine.